depuis des mois et ça s'est passé comme ça. Et oui, j'étais choquée, mais j'ai rien dit de peur d'avoir une étiquette collée sur mon visage jusqu'à la fin de l'année. Donc je préfère terminer mon cursus scolaire au collège. Voilà, c'est sûr. Et comment ça se fait que tu es informée? Disons, ma mère, elle est rescapée, elle est toute petite. Moi, je suis plutôt bien informée. Et surtout, il y a plein de gens autour de moi qui parlent du génocide. Puis, oui, il y a beaucoup de gens, y compris ma mère, y compris Dominique, toi, qui sont dans l'association Evoca. Donc, du coup, depuis que je suis petite, je suis sensibilisée. Enfin, pas vraiment sensibilisée, puisque c'est mon histoire. Mais ça fait partie de moi quand même si c'était pas mon histoire que je l'ai pas vécue. C'est quand même ton histoire. Oui. Donc tu l'avais appris ce matin. Oui, ça m'a fait mal au cœur. J'étais très frustrée et je voulais pas trop montrer mon mécontentement parce que on est quand même en cours. Mais oui, j'étais très frustrée. Oui, ça fait vraiment mal au cœur. C'est comme si on vous disait que, je sais pas. Bah oui, pour vous, une guerre, c'est quand deux personnes s'affrontent. Mais un génocide, le but, c'est d'exterminer jusqu'à une extermination totale. Et pendant un cours, il suffit qu'une personne vous dise que oui, il y a eu les Tutsis et les Hutus Qui se battaient, oui. Alors c'est pas ça. Mais pas du tout, c'est les Hutus qui ont tué les Tutsis. Bon, après, les raisons, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, mais oui. Tu veux dire par là qu'il n'y a pas égalité, qu'il y en a qui étaient des victimes, 100% victimes. Oui, il y avait les Tutsis qui étaient des victimes et d'autres qui étaient moins. C'est pour ça que tu dis que c'était pas une guerre. Oui, c'était pas une guerre. La différence entre un génocide et une guerre. La guerre, c'est quand les gens qui s'affrontent. Enfin. On peut supposer qu'ils sont quelque part à armes égales. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est sûr qu'il y a toujours un pays qui est plus armé que l'autre, mais le but, oui, c'est de faire la guerre entre eux. Mais là, c'était pas une guerre, parce que même si je voyais du jour au lendemain, mais il a suffi depuis plusieurs mois et plusieurs années pour qu'on se dise maintenant on en a marre, il faut qu'on les tue, qu'on tue les Tutsis, les cafards. Et oui, donc moi, ce qui me fait mal, oui, c'est. Oui, donc de dire que c'était une guerre entre deux personnes alors que c'est pas du tout une guerre. Ça va ça. Bonsoir. Alors j'ai tenu à faire cette petite bande son parce que on entend souvent beaucoup de choses et souvent n'importe quoi, même de la part de gens compétents. Et puis parce que la semaine dernière, il y avait un film ici même, le film de Anne Lenné, Un cri d'un silence inouï, a été présenté et les gens se sont plaints de n'avoir pas de vue de ce que qu'était le génocide. Des gens qui ne savaient pas grand-chose. Ils ont vu le désespoir de ces femmes dans le film, mais ils n'ont pas très bien saisi. Donc le questionnement de Anna, qui n'a que 14 ans aujourd'hui en 2014, c'est son étonnement, c'est la douleur de savoir qu'on peut à ce point méconnaître le génocide rwandais. Donc ce soir, nous avons deux spécialistes éminents, Marcel Camanda et M. Benoît Colomba, qui ont écrit des ouvrages et qui tâcheront d'éclairer vos questionnements, de répondre à vos questions aussi, si vous avez des questions à poser. Et M. Alain Guinchouti, qui sera le modérateur et qui fera la relance de débat. À toi, Alain. C'est mieux. Bonsoir. Bien, donc je crois qu'on peut commencer l'intervention. Donc je commence à prendre un peu goût à ce costume de Père Fouettard Marcel. Donc vous êtes prévenus, hein, donc il va falloir respecter le timing. Chacun aura 20 minutes pour faire son exposé, je crois que c'est assez suffisant. Et ensuite, à chaque fin d'intervention, je vais prendre une séance de questions.
l'intervenant va y répondre et ainsi de suite on passera à la deuxième intervention. Donc merci Clavanda. Merci Père, le fouet ça n'a pas été trop dur. Alors donc 20 minutes, 25 minutes. Oui. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici parce que c'est chez moi. J'habite pas loin, j'habite à Fontenay-aux-Roses. La semaine dernière, j'étais ici à l'occasion de la projection du film d'Annie Lenné dont parlait Dominique. Et à cette occasion, des questions ont été posées à Annie Lenné et elle a dit que c'était à moi d'y répondre. Donc, je vais commencer plutôt par, ou bien je vais juste répondre à ces questions. La question qui était posée essentiellement, c'était celle, c'est quoi les Hutus, c'est quoi les Tutsis, comment ça se fait que tout ça est arrivé entre les deux, voilà, je vais essayer de répondre à cette question et puis après, peut-être avec l'exposé de Colomba et puis les témoignages qui vont suivre, vous allez aussi avoir accès, comme le disait Dominique, à la matérialité de la discrimination, la manière dont ça se passe, l'expérience personnelle, comment ça s'inscrit dans les destins personnels, familial, collectif, la discrimination et même les massacres, l'extermination. Alors, les Hutus et les Tutsis, c'est une question à laquelle je n'aime pas répondre. Parce que je ne sais pas comment y répondre. Les Rwandais, ils se reconnaissent tous comme Rwandais d'abord. Ils sont tous noirs. C'est pas anodin de le dire, parce que vous allez comprendre pourquoi. Ils sont tous, ils parlent tous la même langue, qu'ils soient du nord ou du sud. Et c'est d'autant plus facile que c'est un pays qui n'est pas immense. Donc on n'a pas des gens du nord qui parleraient une autre langue que celle du sud. Il y a parfois bien sûr des variantes régionales, mais c'est parfois sur la prononciation, mais la langue et la grammaire sont tout à fait les mêmes. Elle s'appelle le Kinyarwanda. Et ils ont la même religion. Il n'y a pas une religion propre aux Tutsis, il n'y a pas une religion propre aux Hutus, il n'y a pas un pays, une zone qui soit propre aux uns et aux autres. Ils sont mélangés sur le territoire rwandais. Et il y a même d'autres types d'appartenance ou de définition identitaire. Ce sont des clans. Et il y en a 16 au Rwanda, 16 ou 18, si je ne me trompe pas. Et dans ces clans, en fait, on retrouve aussi bien les Hutus que les Tutsis dans les mêmes clans. Alors, d'où viennent les oppositions ou qu'est-ce qui va les opposer? Au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle en particulier, lorsque les explorateurs d'abord, les missionnaires ensuite, et enfin l'administration coloniale arrivent au Rwanda, eh bien, ils font au Rwanda il se passe au Rwanda ce qui se passe à peu près dans l'ensemble de l'Afrique orientale et du Nord, où les premiers Européens qui entrent en contact avec le continent noir s'aperçoivent que ce qu'ils voient sur le terrain ne cadre pas véritablement avec l'image qu'ils avaient du noir. Beaucoup pensaient que c'était qu'ils allaient trouver sur le continent
c'est écrit un ramassis de gorilles sur un sol qui est pourtant riche au fond. C'est ça qu'il pensait trouver. Il pensait trouver quelque chose qui correspond à ces enfants de Cam qui ont été maudits par le grand-père, et ce qui justifierait une certaine infériorité dans la manière d'entendre, une infériorité dans la manière de créer, et par conséquent aussi ce qui donnerait légitimité par exemple à la traite des esclaves. Et il faut savoir que c'est un débat ici en Europe, en tout cas au XIXe siècle. Il y a beaucoup de questionnements sur les origines humaines. Certains parlent de plusieurs lignées humaines qui auraient donné naissance alors à des peuples, à des cultures, que ces lignées seraient différentes, et en tout cas la lignée dont seraient issus les Africains, ce serait une lignée manifestement inférieure. Donc le contact avec le terrain révèle autre chose, mais ne permet pas de changer les clichés. Alors comment on résout la contradiction? On la résout en supposant qu'il y a sur ce continent noir des gens qui viendraient d'ailleurs. Gobineau avait déjà parlé d'une coulée blanche sur le continent noir. Donc il y aurait sur ce continent des groupes qui seraient noirs de peau, mais blancs dans leur tête. Et en fait, les Tutsis vont faire partie de ces porteurs venus d'ailleurs. Et parce qu'on suppose qu'ils sont porteurs de la civilisation, ils sont porteurs de lumière dans cette Afrique des ténèbres. Et comment on va les définir? En fait, on les définit physiquement. La taille, 1m80 ou 90, que ce sont tous des pasteurs. Alors la taille, la pratique de l'élevage, et surtout on va prendre en considération les éléments que l'on a retrouvés à la cour royale, dans les cours royales. C'est à peu près le même processus que l'on retrouve au Burundi, au Rwanda, en Ouganda également. Donc on va considérer qu'il y a une aristocratie venue d'ailleurs qui est responsable de l'organisation politique que l'on constate, qui est porteuse de cette pratique de l'élevage, et on pense qu'ils sont venus de l'Éthiopie, du Moyen-Orient, par la vallée du Nil, et puis de l'Éthiopie, et puis une prolongation qui se serait étendue jusqu'à dans les Grands Lacs. On a eu des descriptifs, un descriptif des Tutsis fait par un colonel belge de l'armée belge dans les années 60. D'ailleurs, il écrit son livre plus tard en 90, mais il dit, en fait, c'est comme s'il faisait un reportage. Il dit il faut les imaginer comment ils descendent des plateaux jusqu'en Afrique des Grands Lacs. Donc, ce sont des gens venus d'ailleurs. Et on a aussi, un peu avant le génocide, cette déclaration dans le cadre du parti du président Habyarimana qui s'appelait Léo Mugesera et qui est maintenant en jugement au Rwanda, et qui disait bon, il faut les remettre dans la rivière Nyabarongo. C'est une rivière qui prend sa source au Rwanda et qui après devrait les ramener par le Nil d'où ils seraient venus. Donc l'administration coloniale, l'Église catholique d'abord dans les années 1920, l'administration coloniale, sous le prétexte qu'ils ont affaire à une catégorie de race supérieure, vont s'appuyer effectivement sur cet outil dans l'administration, dans la gestion du territoire.
ils vont leur ouvrir l'accès à l'école pour former des auxiliaires de l'administration. Et dans les années 50, lorsqu'on commence à penser la décolonisation, bien sûr que l'élite rwandaise se pose la question de savoir comment il va organiser le pays après le départ de l'administration coloniale. Alors, il est tout à fait normal que les premiers à revendiquer l'indépendance, ce soit l'élite et l'élite Tutsi, parce qu'elle a eu accès à l'école, parce que c'est elle qui est dans l'administration indigène. Même si elle n'a pas le pouvoir, c'est quand même elle qui, autour du Mwami, représente les Rwandais. Donc, ils sont les premiers à réclamer l'indépendance. La réponse d'une petite élite Hutu en formation, en émergence, c'est, il faut décoloniser le pays, certes, mais le décoloniser totalement. Puisque les Tutsis et les Blancs, vous êtes tous des étrangers, vous partez tous. Alors, cette idée-là, qui sont différents, est attestée dans un document qui s'appelle le Manifeste de Bahutu, qui paraît en 1957, et où les leaders Hutu disent « Nous sommes de races différentes, et s'il y a des doutes, ce sera aux médecins de trancher. » S'il y a des gens qui ont des doutes, qu'on demande aux médecins, donc il y a la différence, elle est biologique. Elle est censée être biologique. Donc la question qui est posée par l'élite Hutu, elle est raciale, elle est posée de manière raciale et racialisée. Mais ils vont trouver une oreille attentive auprès des missionnaires et après auprès de l'administration coloniale, parce que les deux sont aussi soupçonnent d'abord. Bien sûr, ils ne sont pas contents de voir l'élite qu'ils ont choisie revendiquer maintenant le départ. Ça ne fait jamais plaisir. Mais surtout, ils prétendent que cette élite Tutsi serait communiste. Alors, elle est accusée de tous les maux, elle est féodale, elle est aristocratique, elle est communiste. Et de toute façon, cette idée qu'elle est communiste vient du fait que l'élite, en revendiquant l'indépendance, revendique d'abord de reprendre à main l'école. Et il y a la question scolaire qui se pose depuis les années 50 au Rwanda, comme elle se posait d'ailleurs en Belgique. Et l'administration, l'Église catholique avait la haute main sur l'école, et veut garder la haute main sur l'école. Et les nationalistes qui veulent être responsables de la formation des enfants, apparaissent comme étant des gens qui veulent mettre l'Église à l'extérieur. L'Église veut garder la main sur l'école et elle estime que c'est comme ça, que c'est en formant l'élite qu'elle va maintenir son influence sur le pays. Et du coup, les nationalistes sont accusés d'être porteurs d'une idéologie communiste, qui permet on préfère ceux qui parlent du racisme plutôt que ceux qui parlent du nationalisme. Alors, ceci débouche sur ce qu'on a appelé la révolution sociale en 1959. Bien sûr, il y a une révolution, il y a un changement de choses, la monarchie elle est abolie, on met en place la République, mais l'idée qui a longtemps circulé, ou en tout cas la manière dont cette révolution elle est définie, ou elle est expliquée par les leaders du parti qui s'appelle le Parlement Hutu. Ils prétendent que cette révolution, c'est une espèce de réédition de 1789 à la française. En fait, non, c'était pas possible, puisque l'Église catholique ne pouvait permettre ni une révolution à la 1789, parce que c'est une révolution à travers laquelle l'Église catholique a perdu de l'influence. Ici, c'était donc pas possible, ni une révolution comme celle de Moscou 917. Les deux étaient barrés. Donc on fait quelque chose d'un peu bâtard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La révolution de 1789, elle a aboli les ordres. La révolution rwandaise maintient les ordres
Hutu, Tutsi, toi. Juste que l'échange de signes, les avantages longtemps accordés aux Tutsis sont accordés aux Hutus et vice-versa. Donc on fait quelque chose d'une certaine façon. L'Église catholique et l'administration coloniale, dans ce processus de décolonisation, légitime le racisme qui s'est mis en place, qui était une théorie, qui était une hypothèse au début du 19e siècle, mais qui devient quelque chose qui va fonder la République, qui va nourrir les principes, qui va nourrir la méthode de gouvernement du territoire. Donc, à travers la Révolution, ce n'est pas seulement la cour et les chefs, ce n'est pas seulement le Moami et les chefs qui se trouvent dépossédés de leur pouvoir, mais ce sont aussi les Tutsis sur le territoire. Les maisons sont incendiées, les biens sont pillés ou détruits. Dans une grande partie du Rwanda, les familles Tutsis sont déportées sous le prétexte que parce que pendant au mois de novembre, une flambée révolutionnaire, les gens fuient et en partie, beaucoup ont fui dans les missions ou dans les écoles, là où ils pensaient trouver une protection. Et à la fin, on refuse qu'ils réintègrent leur lieu de résidence sous le prétexte que les gens ne voudraient pas d'eux. Donc commence à se mettre en place un processus de déracinement. Les gens sont obligés d'aller vivre ailleurs. Alors ils sont tous transportés dans une région qui était peu habitée parce qu'elle était réputée inhospitalière. C'est la région de Bugesera. J'ai vu là-bas des livres de Hatzfeld. Ces témoignages ont été recueillis auprès de rescapés de 94 et qui sont en fait des anciens déportés des années 60-63. Et cette espèce de déracinement, quand il ne se fait pas, quand le déracinement ne se fait pas totalement, il y a de toute façon une dépossession de leur terre, sous le prétexte que eux, ce sont des éleveurs qui n'ont pas défriché, etc. Donc, on met en place deux concepts, celui du peuple majoritaire, du peuple naturel, qui serait les Hutus, et un peuple minoritaire, et qui est étranger en plus, qui serait venu d'ailleurs, qu'on doit reléguer dans un espace très réduit. Alors, une bonne partie se réfugie dans les pays voisins, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, etc. Mais ce qui reste à l'intérieur sont obligés de vivre dans un espace extrêmement réduit et extrêmement surveillé. Et la surveillance se fait à travers, grâce à cette carte d'identité. Je n'ai pas parlé de la manière dont elle se met en place dans les années 30, mais qui continue à fonctionner et sur laquelle sont marquées les appartenances ethniques du détenteur. Et selon la culture rwandaise, l'enfant a l'ethnie de son père. Donc un enfant qui naît d'un père Tutsi, quand on va l'inscrire à l'état civil, il va aussi porter cette identité Hutu, Tutsi, toi. Et à partir de ces années 60, en fait, les appartenances claniques vont s'oublier pratiquement. On demande aux Rwandais en 60, vous êtes de quelle ethnie? Il aurait dit le clan. Et en fait, petit à petit, on va se définir par l'ethnie, le Hutu, le Tutsi ou le Mutwa. Et alors, dans les textes, jusqu'en 60, on parle de races, sont présentés comme des races. Et à partir des années 70, on parle des ethnies. Mais le mot ethnie est arrivé plus tard. Mais jusqu'en 60, on parle plutôt de race. C'est une opposition entre les races. Et alors, les plus importants, les acteurs de ce travestissement de la société rwandaise, bien sûr, il y a les missionnaires au début du siècle
comme Monseigneur Classe, qui avait justement postulé cette idée de la supériorité du Tutsi et de l'infériorité des Bahutu, et puis d'autres. Et à partir des années 50, on va trouver parmi les Rwandais Kayibanda, Brugal Kayibanda, qui sera le créateur de ce parti parmi Hutu et qui sera le président de la Première République, et avec à ses côtés un évêque d'origine suisse, Monseigneur Perrodin. Et puis après, soutenu par l'administration coloniale belge et notamment par le colonel Logiste, qui était un officier de l'armée coloniale basé au Congo, qui va au Rwanda et qui, au Rwanda, croit faire une œuvre de libération des Hutus. Les Hutus libérés, on est dans un système, dans un processus de décolonisation. En fait, c'est une décolonisation qui tourne contre les victimes de la colonisation, les Rwandais d'une façon générale. Donc le Rwanda est décolonisé, mais déchiré. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu, s'il m'a resté encore un peu de temps, mais je préfère m'arrêter ici. Non, je vais m'arrêter là, et puis après, s'il y a des questions, je vais aller plus loin. Bien, donc comme on l'aura compris, donc Marcel a tenté de nous expliquer l'histoire, non celle qui mène au génocide, mais la genèse du clivage Hutu-Tutsi, qui va petit à petit conduire justement à cette histoire qui mène au génocide. Donc je vais laisser la parole au public si vous avez des questions à poser. Je vais prendre une série de questions. 4 questions. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oula. Quelle est la traduction à la française de Tutsi et de Hutu? Est-ce qu'il y a une traduction est-ce qu'il y a une signification je crois que c'est plus simple que celle-ci. Bon, 3 questions, on a dit. Oui, déjà. Coupez le micro. Bonsoir. On arrive à pas. Oui, c'est à cause de... C'est suisse. Allez-y avec le micro. Ah bon? Merci. Oui. A cappella, ça sera aussi bien. Oui. J'ai assez bien suivi ce que vous avez dit depuis le début, notamment cette question de segmentation un peu des sociétés par rapport aux populations. Vous avez soulevé, vous avez parlé notamment de la question des indépendances dans ces années qui tournaient, donc des revendications qui sont nées entre les années 50 et 60. Vous avez parlé de tout à l'heure que les nationalistes au Rwanda étaient traités de communistes, mais on va dire que c'était généralisé en Afrique. Hein. Tout nationalisme en Afrique dans les années 60 était de communistes. Ça, on l'a vu que ce soit au Cameroun, que ce soit dans l'ensemble des pays africains. Donc c'est un problème qui était quand même assez généralisé. Quant au problème de la segmentation des populations, il en va de même. On l'a retrouvé dans tous ces pays. Alors moi, ce qui m'interroge, il y a 2 petites choses. Parce que dans le drame rwandais des années 90, je n'ai pas entendu parler trop des populations. Là, j'ai découvert aujourd'hui, je ne connaissais pas trop des Mutoa. Je ne sais pas quel a été leur sort durant ce drame-là. Ça, c'est la première chose. Alors, j'essaie de comprendre, peut-être que vous allez pouvoir me l'expliquer, pourquoi, comme je vous l'ai dit, ailleurs, dans la majorité des pays africains, on a eu cette segmentation avec à peu près les mêmes théories. Hein, on peut aller plus loin. Alors, je me demande pourquoi au Rwanda, ça a débouché sur un tel drame.
et que ailleurs on n'a pas, il n'y a pas eu de drame de cette ampleur-là. Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi au Rwanda il y a eu cette explosion? Et pourtant, les ingrédients, comme je le dis, ont été les mêmes. Dans la majorité des pays africains, dans les années 50-60, il y a eu des revendications. On va prendre le cas du Congo, notamment avec des gens comme Lumumba, on va prendre le cas du Cameroun avec des gens comme Oumyobé et d'autres encore, j'en passe, et le Congo, Brazzaville et d'autres. Mais quels sont les ingrédients? Parce que c'est à peu près les mêmes. Qu'est-ce qui a fait qu'au Rwanda, il y a eu cette explosion? Voilà, c'est la question que je cherche, l'élément qui a fait que le cas rwandais soit différent des autres. Dernière question. S'il n'y en a pas. On peut suivre. Moi, je voulais savoir dans quel but, voilà, on a fait cette division. Dans quel but on a divisé ce peuple. Et aussi, est-ce qu'on peut savoir comment ce peuple vivait avant l'arrivée des Blancs? Parce qu'il y avait quand même, je pense que donc c'est Tutsis qu'on les a baptisés, qui étaient l'élite, mais ils existaient déjà avant que le blanc arrive, avant qu'on les sépare, enfin avant qu'on en fasse ce qu'on en a fait. Donc comment ils vivaient? Parce qu'avec ils existaient déjà ces gens, donc voilà, comment ils vivaient avant que l'étranger se radine. Et après l'étranger, dans quel but il a fait ça? Et puis, voilà, merci pour la religion, merci pour tout le pouvoir religieux, je dis, parce que, voilà. C'est-à-dire, merci au pouvoir religieux dans le fait qu'il vient, d'après ce que je comprends, c'est que, voilà, il est arrivé pour diviser un peu. C'est ce que je retiens. Donc, voilà mes questions et mes commentaires. Alors, est-ce qu'il y a... il y a des définitions? Est-ce qu'on peut définir des traductions? Est-ce qu'on peut traduire tout en français? Non. Ça veut pas, on ne peut pas dire, je sais pas. Non, mais je voulais savoir si c'est. Alors, je crois qu'il y a une question qui est. Peut-être qu'on va commencer par celle-là. Comment ils vivaient avant? Alors, nous n'avons pas des archives qui vont jusqu'aux années 1500, 1400. Mais quand au 19e siècle, le Rwanda est une monarchie. C'est une monarchie et c'est un État. C'est un des États où il y a deux États en Afrique qui ne sont pas des créations de la colonisation. Un État déjà qui est créé, qui est structuré. On a le roi, qu'on appelle le Mwami, on le traduit le roi, et puis après, qui a assisté de ses chefs pour gouverner le territoire qui sont dans les différentes provinces. Et en fait, les chefs sont par unité administrative, on va dire, on a trois. Un qui s'occupe des hommes, alors dans les hommes il y a des femmes, qui s'occupe des hommes, un autre qui s'occupe des pâturages, parce qu'il faut aussi gérer cette question des pâturages, et l'autre qui s'occupe des terres. En fait, les trois chefs, dans une même unité administrative, ça lui permet de mieux les contrôler, mais ça permet aussi au Mwami d'avoir aussi des chefs. Tous ces chefs-là ne sont pas choisis. Alors, bien sûr que les Hutus et les Tutsis existent. Comme je dis, ils sont dans tous les pays, ils sont dans les mêmes pays. Et parmi les chefs, il y a des Hutus et des Tutsis. Seulement, à partir des années 30, entre 20 et 30, l'administration coloniale va vouloir rationaliser l'administration du territoire, la gestion du territoire, et réduire le nombre des chefs à la tête de chaque unité administrative. Comme ça, c'est plus simple. Et dans la réduction, dans le processus de réduction, on va éliminer tous les chefs.
parce qu'on considère qu'ils appartiennent à ces catégories de noirs, donc très peu moins aptes au commandement. Et donc, on crée une aristocratie, véritablement une aristocratie. C'est pas que les Tutsis n'existaient pas avant. Ils existaient, il n'y avait pas cette aristocratie, elle n'était pas constituée de cette manière, d'une part, et d'autre part, elle n'était pas considérée comme étant venue d'ailleurs. C'était pas comme ça. Et la question de qu'est-ce que ça voulait dire au Rwanda alors être Hutu et Tutsi à cette époque? Je ne peux pas savoir, mais il y a des hypothèses. Est-ce que c'était les Tutsis, c'était ceux qui possédaient vraiment est-ce que c'était les pasteurs? Les Tutsis, c'était que des pasteurs, et alors celui qui ne possédait plus de vecteurs d'État retombait dans la catégorie de Hutu, tandis que celui qui en acquérait redevenait Tutsi. Donc il y a un système où on peut, au fur et à mesure, dans l'itinéraire de chacun, il y a moyen de devenir Tutsi, de devenir Hutu, et vice-versa. Juste que là, à partir du moment où c'est marqué dans la carte d'identité, et que c'est marqué que ce sont des catégories raciales, tous les processus on ne peut plus passer d'une catégorie à l'autre. Ce sont des catégories figées et racialisées. Alors pourquoi, dans quel but? On dit aussi bien, disait pour régner, mais aussi ça répondait, comme on dit, à ce débat qui existait aussi bien en Europe. C'était un courant de pensée qui consistait à classer, à diversifier, à catégoriser. C'est aussi le courant qui était en vogue en Europe. Ça n'est pas du tout une invention juste qui concerne la région. La question c'est pourquoi les Rwandais vont l'intégrer dans leur façon de faire. Pourquoi ils vont intégrer ces catégories qui divisent alors qu'ils vivaient ils vont l'intégrer parce que d'une part, pour certains, il y a un avantage, et l'autre, qu'on vous dit que c'est supérieur, qu'on le répète, par le poids. Et ceux dont on dit qu'ils sont inférieurs, ils finissent aussi par internaliser la frustration. Ce qui peut-être peut expliquer, peut répondre à la question que vous posez dessus. Il y a, je ne sais pas s'il existe quelque part ailleurs, les Africains, en Afrique, il y a beaucoup de. Par pays, par territoire, territoire qui ont été constitués par la colonisation. Il y a beaucoup de tribus, beaucoup de langues, etc. Et au Rwanda, c'est vraiment comme dans un ensemble de tout, c'est une unité déchirée. Mais la logique reste quand même la même. Cette logique, justement, de promouvoir une frange d'une population par rapport aux autres, c'est une logique qu'on retrouve partout, finalement. Oui. Et là, peut-être ce qui me en tout cas, l'un des éléments de réponse que vous donnez qui me satisfait un peu, en tout cas, l'une des différences que je peux voir, effectivement, avec d'autres pays africains, c'est le fait que, effectivement, dans d'autres pays africains, on avait une multitude de populations différentes. Et que peut-être que dans le cas rwandais, là, effectivement, on n'avait que 2 entités. Donc, je veux dire, peut-être c'est ça qui explique qu'on soit arrivé au drame plus facilement. Oui. Parce que de l'autre côté, il y avait une multitude, donc il y avait moins peut-être d'entente entre eux pour que... Oui, il n'y a rien pour faire pour constituer véritablement un tampon. Et la question des battoirs que vous avez aussi posée, qui constitue 1% de la population. Donc, ça n'est pas suffisant pour jouer un peu les tampons. Et il y a un peu suivi véritablement à la marge
Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est quel a été leur sort durant ce drame-là. C'est pas que... Alors, ils participent moins à ces compétitions et à chaque fois, ils sont plutôt utilisés par le plus fort dans la persécution de donc à un moment donné, ils y participent. Ils participent. Mais plutôt comme Les frustrés. Oui, alors après, il faut savoir que cette division de la communauté qui sont imposées par le regard européen, bien sûr, il concerne tous les pays. Mais ça ne suffit pas pour conduire à ce pays. Il faut aussi voir l'histoire propre de chaque pays, ce que je viens de définir, cette façon de concevoir la révolution de manière à déraciner les gens. Je ne connais pas un autre pays en Afrique qui ait eu une expérience aussi. Il y a eu des drames. Les différentes tribus en Afrique, chacune est restée véritablement sur cette terre. Mais là, il y a une volonté de déraciner les gens, de les mettre hors du territoire. Excusez-moi, je crois quand même qu'il faut tenir compte aussi des enjeux. Qui parlait. Alors, je vous propose qu'on aille jusqu'au bout des questions qui ont été posées et je vais prendre une deuxième série de questions. Parce que je voulais intervenir par rapport à cette question. C'est pas grave, vous allez rebondir là-dessus dans la deuxième série. Ça nous permet de suivre une logique. Je pense que j'ai répondu plus ou moins à toutes les questions. Il y a là-dedans. Mais la dame avant. Voilà. Oui, je voulais savoir si pour les choisir, les Tutsis et les Hutus, bon, c'était pas marqué sur eux, Tutsis, Hutus. On disait qu'ils avaient ils étaient dans l'élevage ou autre chose. Mais est-ce qu'ils avaient des différences au niveau physique? Est-ce qu'il y en a qui étaient les petits et les grands, comme des fois on pourrait trouver au sud des petits, des grands au nord?